Bien, bonsoir chers collègues, bienvenue à ce conseil municipal du 21 novembre 2023. On va commencer par l'appel des conseillers. Stéphanie Courtiot. Présent. Jean-Pierre Lanet, abonné de coopération à Stéphanie Courtiot. Nadine Agenba. Présente. Bernard Fauchier, abonné de procuration à Michel Moine. Céline Collet-Dufeil. Présente. Jean-Pierre Perrier. Présent. Mireille Lejus. Présente. Jacques Moutable. Présent. Dominique Aupetier d'Excusé. Isabelle Dugot. Présente. Thierry Roger. Présent. Michel Moine. Présent. Annick Bocula. Présente. Marie-Françoise Ayez. Présente. Joanne Pitou. Romain Cognas. Présent. Benjamin Boutet. Présent. André Berger. Présent. Jean Létrier. Présent. Éric Mahou. Présent. Michel Denis. Présent. Emmanuel Leleu. Présent. Catherine Leleu. Présent. Bien, merci. Avant de passer à l'ordre du jour de ce conseil municipal, je souhaitais qu'on monsieur Benoît Furlot, directeur de la MEF, la Maison de la Formation de l'Emploi, nous fasse une présentation des services qui sont rendus à la jeunesse, mais aussi aux plus anciens. Je pense que c'était essentiel qu'on ait ce petit point d'information, parce que moi-même, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas tous les services que vous offriez à la population, donc ça me paraissait essentiel que vous, élus, soyez informés au même titre que moi, je l'ai été. J'ai eu droit à une présentation personnelle. Et pourquoi cette présentation au conseil municipal? Pour que vous aussi, vous soyez vecteur de cette information-là, en fait. Vous puissiez transmettre ces informations-là. Voilà, monsieur, je vous donne la parole, monsieur Furlot. Merci, monsieur le maire. Alors, je vais essayer de faire une présentation dynamique, la plus exhaustive possible, et puis je serai bien évidemment ouvert à vos questions pour apporter des réponses. J'ai amené aussi des tote bags que je vais distribuer à l'ensemble des conseillers municipaux, à l'intérieur desquels vous aurez tous les flyers qui présentent l'activité de l'association. Voilà, ça permettra d'avoir un petit rappel, un petit mémento. Voilà, je commence à le faire tourner et je commence ma présentation. Donc pour dire que la MEF 23, c'est la Maison de l'Emploi et de la Formation 23. C'est quoi? Voilà. C'est quoi? C'est une association de loi 1901 qui va en 2024 fêter ses 25 ans. Donc l'association a été créée en 1999. C'était à l'origine un comité de bassin d'emploi qui a ensuite absorbé les activités de la Maison de l'Emploi du Pays Ouest Creuse en 2015 et qui enfin s'est fusionné, a regroupé ses activités avec celles de la MEFA, la Maison de l'Emploi et de la Formation de l'arrondissement d'Aubusson, qui était hébergée dans ses locaux. Donc voilà, donc depuis 2020, il n'y a plus de MEFPOC, il n'y a plus de MEFA, il y a une MEF 23 qui couvre l'ensemble du département. Et qui dit association dit membres, dit conseil d'administration et dit bureau. Donc au niveau des membres, on va retrouver des collectivités locales, au courant desquelles on a la commune de la Souterraine et la commune d'Aubusson, qui sont toutes les deux membres à part entière de l'association, avec 2 représentants par commune. Nous avons ensuite les EPCI du conseil du département de la Creuse, le conseil départemental et le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Nous avons après des représentants d'entreprises ou de réseaux d'entreprises, nous avons des représentants d'associations, nous avons aussi parmi nos membres des syndicats de salariés. Et enfin, nous avons en notre sein les membres du service public de l'emploi. C'est un petit peu technique, mais dedans on va retrouver Pôle emploi, la mission locale qui s'occupe de l'emploi des jeunes, Cap emploi qui s'occupe plutôt de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et enfin la direction du travail qui aujourd'hui a changé de nom, qui s'appelle la DETSPP, donc qui a regroupé différents services de l'État autour de l'emploi et de l'insertion. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du conseil d'administration et du bureau parce qu'il y a beaucoup de membres, il y a 25 membres de conseil d'administration, il y a 9 membres de bureau. Juste vous préciser que la présidence de l'association se partage entre la commune d'Aubusson et la commune de la Souterraine par alternance à mi-mandat et que actuellement la présidence de la MEF 23 est portée par Céline Collet-Dufeil qui a comme vice-présidente Madame Mouto Patricia qui est élue à la commune de la Souterraine. Voilà, et donc c'est une association et il n'y a pas d'indemnité au mandat, c'est une activité complètement bénévole. Alors, c'était quoi? Maintenant, c'est où?
La MEF 23 elle a plusieurs sites physiques. Donc elle a un site à Aubusson, dans ce bâtiment, un site sur la souterraine, et dans les deux cas, ce sont des bâtiments qui ont fait l'objet de réhabilitation il y a plusieurs années. Et dans l'objet de la réhabilitation, il y avait aussi l'hébergement de la maison de l'emploi. C'est pour ça que les bâtiments dans les deux cas s'appellent encore maison de l'emploi et de la formation. Voilà, c'est d'où vient un petit peu ce nom de bâtiment. Nous avons aussi des locaux à Royères-de-Bassivière, parce que nous avons une activité sur la commune de Royères. Et enfin, nous avons un site à Guéret, avec notre activité d'auto-école, et voilà, sur lequel nous sommes en train d'acquérir des locaux un peu plus vastes pour pouvoir développer mieux nos activités. Donc, des activités sur le périmètre départemental, mais au-delà, vous allez le voir dans la présentation des activités que je vais vous faire. Alors maintenant, voilà, la MEF, c'est quoi et c'est pour qui? Alors, les statuts de l'association disent que la vocation de l'association est de promouvoir tout type de coopération visant à la valorisation des potentialités en termes de développement de l'économie, de l'emploi et de la formation. Donc aujourd'hui, notre activité est organisée en 4 pôles d'activité. Le premier que je vais vous présenter, c'est l'insertion par l'activité économique. Donc l'insertion par l'activité économique, c'est un service rendu pour le compte de l'État et du département pour accompagner les personnes qui sont éloignées de l'emploi dans un retour à l'emploi ou dans la formation. Au niveau de la MEF, nous portons plusieurs chantiers d'insertion par l'activité économique. Donc ça, c'est un fonctionnement comme une entreprise. En fait, on a une activité économique et on offre un emploi permettant d'acquérir les savoir-être et le rythme aux personnes qui sont embauchées, et aussi un accompagnement socio-professionnel qui va permettre de lever les différents freins à l'insertion professionnelle. Donc ça va permettre d'établir un parcours de formation, ça va permettre de se positionner sur un emploi, de tester un emploi avec des immersions dans d'autres entreprises pour tester, vérifier ses compétences. Voilà. Et c'est un CDD classique avec une rémunération au niveau du SMIC. Et aujourd'hui, sur les chantiers de la MEF, on est à 32 heures par semaine, donc on est quasiment sur une rémunération de temps plein. Voilà, on accueille des publics variés, donc ça peut être des demandeurs d'emploi qui cumulent des freins d'accès à l'emploi, ça peut être la langue, ça peut être le niveau de français, ça peut être la mobilité, ça peut être la formation. Et je vais vous casser un petit peu les stéréotypes qu'on peut avoir parfois sur les chantiers d'insertion. Non, c'est pas pour les alcooliques, et non, ça n'est pas pour les repris de justice. Voilà, donc c'est, je dirais, des personnes qui sont salariées chez nous, ça peut être votre voisin, ça peut être des gens que vous connaissez, quoi. Je parlais bien dans votre micro pour que les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux puissent bien entendre ce qu'on dit. Voilà, donc j'étais un peu provocateur, mais en fait c'est ouvert à tout le monde. Il faut être demandeur d'emploi ou il faut être bénéficiaire du RSA. Et depuis quelques années, on peut même se positionner tout seul sur une offre d'emploi d'un chantier d'insertion. Aujourd'hui, nous avons 2 activités support. La première, c'est l'entretien de chemin de randonnée, l'ouverture de chemin de randonnée, l'entretien de zones de captage d'eau, ça peut être de la rénovation de petits patrimoines ruraux, ça peut être de la fabrication de panneaux en bois, on a fabriqué des cabanons, on peut fabriquer des tables de pique-nique, ça peut être de la pose de menuiserie, on a pu faire de la peinture dans des écoles, sur des grilles, voilà, sur des établissements publics. On a pu fabriquer des charpentes pour des abris pour attendre le bus scolaire, par exemple. Enfin, c'est très varié. Et en fait, l'activité, elle se développe en fonction des compétences aussi de nos encadrants techniques, du matériel que nous avons, et puis des demandes de nos clients. Alors, qui sont nos clients? Nos clients, ce sont des communes, des communautés de communes, le département, la région, donc plutôt des acheteurs publics, ou des associations. Comme on est chantier d'insertion, on n'a pas vocation à faire concurrence aux entreprises classiques. C'est pour ça que notre champ d'intervention il est limité. On ne peut pas aller rentrer en concurrence frontale. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de publicité. Vous ne verrez jamais une pub pour le chantier d'insertion de la MEF 23 à Royères-de-Bassivière ou à la Souterraine. Nous avons 2 sites. Un site à Royères-de-Bassivière, je vous l'ai dit, où on a 6 salariés en parcours d'insertion, et on intervient principalement pour la communauté de communes Creuse Sud-Ouest, dans le cadre de marchés publics que nous avons avec eux, et sur des communes du territoire plus proche d'Aubusson. On intervient sur Joux, sur Saint-Quentin-à-Chaval notamment. Le deuxième chantier il est basé à la Souterraine, pareil, 6 salariés en parcours d'insertion, et là on travaille pour les EPCI de l'Ouest Creuse, et on intervient aussi sur le centre de la Creuse, aux alentours du Mont de Guéret, entre Sardan et Guéret, un petit peu. Donc on est toujours à peu près à une 30aine de kilomètres autour de notre site principal.
Et le dernier chantier, la deuxième activité support, c'est du transport d'utilité sociale, donc c'est le TUS, et je vais vous en parler tout à l'heure dans le cadre des actions mobilité, parce que là, ça peut rendre service aussi à la population plus largement. Ce TUS, aujourd'hui, il a aussi 6 salariés qui sont basés à La Souterraine, Guéret et Aubusson. Voilà, pour finir la présentation de la MEF sur l'insertion par activité économique, dire aussi que nous sommes membres fondateurs du réseau creusois des structures de l'insertion par activité économique qui, sur les 3 dernières années, a développé et ouvert 4 chantiers d'insertion, principalement sur l'est de la Creuse, 2 sur Jarnage, 1 sur l'entretien d'espaces naturels et le dernier qui vient d'ouvrir sur une cuisine collective d'insertion qui permet de produire des repas pour des cantines scolaires et pour des centres de loisirs. Et les 2 autres il y en a un autre sur Ausence qui fait d'entretien d'espaces naturels, pareil, et le dernier qui est Guéret, qui est spécialisé dans la professionnalisation des salariés dans les métiers du bâtiment. Donc, ça, c'était le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est un pôle espace régional d'information de proximité, donc ERIP, hein, vous avez peut-être en plus entendu ce terme-là. C'est un dispositif qui est financé en partie par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de sa compétence orientation-formation. Donc là, sur cette activité-là, le département a été découpé en 2 par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Il y a donc 2 bassins d'emploi, 2 ERIP, et la Maison de l'Emploi et de la Formation porte les 2 ERIP du département de la Creuse. Alors, 1, 2, oui. Juste regardez dans vos tote bags, en fait, vous avez le support ERIP, c'est plus facile pour suivre, parce qu'en fait, à chaque fois que M. Furlot va vous présenter quelque chose, vous avez un flyer correspondant. On n'a pas de présentation. Alors, l'ERIP, 2 bassins d'emploi, 2 ERIP, l'ERIP Ouest-Creuse et l'ERIP Est-Creuse. Voilà, on a fait simple pour essayer de se positionner, sachant que comme les 2 ERIP sont portés par la même structure, c'est quand même le service rendu est à peu près le même partout sur le territoire. Là, c'est une activité qui est offerte à tout le monde. Les scolaires, les salariés, les demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion professionnelle, les personnes tout simplement qui cherchent un petit peu, qui se posent des questions sur leur formation, sur leur orientation, sur le métier qu'ils souhaitent faire. Donc c'est de l'information et du conseil sur les métiers, les formations existantes, sur l'emploi local, sur la création reprise d'entreprise, sur l'ensemble des dispositifs d'accompagnement mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc des sites principaux, notamment sur Aubusson et sur La Souterraine, et après des sites en itinérance. Donc sur la partie Est-Creuse, on est présent sur Ausence et sur Chambon, notamment. On anime aussi des ateliers sur les choix professionnels, sur la connaissance du territoire, sur les techniques de recherche d'emploi. Et on peut adapter notre offre en fonction des besoins de nos différents partenaires. Nous organisons aussi des événements, et donc je vous invite à passer, si vous avez l'occasion, demain, ici, dans cette salle, il y aura un forum des métiers de la défense et de la sécurité, qui permettra de mettre en avant tous les métiers offerts par les 3 corps d'armée, par la police nationale, par les pompiers, par les agences de sécurité. Voilà. Donc c'est organisé demain de 9h à 16h dans cette salle. Et enfin, nous intervenons dans les établissements scolaires, alors dans un programme qui est construit avec, l'équipe pédagogique. Alors ça peut être de la présentation de métier, ça peut être de la rencontre de chefs d'entreprise, ça peut être aussi de l'aide à la rédaction de l'aide de motivation pour aller chercher des stages, notamment. Voilà, on s'adapte enfin en fonction des souhaits émis par les établissements qui nous accueillent. Voilà. Donc sur ce pôle-là, on a 4 salariés qui travaillent en permanence. Le troisième pôle, qui est plus modeste, c'est l'accompagnement et le développement d'initiatives autour de l'emploi et du recrutement. Alors là, je peux vous donner que des exemples de choses qui ont été faites par la MEF. On a travaillé à la mise en place d'une école de la deuxième chance sur l'ouest de la Creuse, qui va ouvrir là, dans les semaines qui viennent. On a travaillé sur les problématiques de recrutement dans les métiers du médico-social, plus dernièrement. Et enfin, on a mis en place une négociation de flotte de véhicules pour les salariés de l'aide à domicile. Donc là, l'objectif, c'était de... J'en parle parce que je veux bien parler de cette action. L'idée, c'était de résoudre les problèmes d'absentéisme des salariés qui travaillent auprès de nos aînés, ils doivent utiliser leur véhicule, qui ont souvent des véhicules qui sont âgés, qui ne sont pas forcément en très bon état, parce qu'il y a des niveaux de salaire qui ne sont pas non plus extraordinaires.
Et donc au niveau de la MEF, on a essayé de trouver la solution. Et la solution qu'on a eue, l'idée, c'était de négocier les flottes en grand nombre pour faire baisser les coûts et de les mettre à disposition de ces salariés sous forme de voitures de fonction. Ce qui fait qu'il n'y a plus besoin d'avoir 2 véhicules, elles ont une voiture qu'elles peuvent utiliser pour aller, enfin, elles, parce que c'est majoritairement des femmes, hein, pour aller travailler, mais aussi pour leurs vacances, pour leur vie quotidienne. Donc à la fin de l'année, on sera à peu près à 1000 véhicules qui ont été négociés et qui sont mis à disposition à des salariés sur la Creuse, voilà. Donc, notamment sur Argardom, hein, il y a eu encore une remise de véhicules à la fin de l'été cette année, on a vu l'an dernier. Beaucoup de voitures en Gironde, dans l'Ariège, dans les Deux-Sèvres, en Charente. Et aujourd'hui, cette action elle se développe sur près de 35 départements au niveau de la France. Nous, on participe à l'image de marque de la Creuse, puisque du coup, l'histoire de cette flotte de véhicules part dans tous les départements maintenant du pays. En plus, ça permet de faire découvrir physiquement la Creuse aux gens, parce que les rendez-vous, eh ben, on les fait à la souterraine pour le moment. Donc les gens viennent nous voir en train. Le dernier à venir, c'était une agence interdépartementale de Seine-Yvelines, qui sont venus nous voir la semaine dernière. Et enfin, le dernier pôle, qui alors là offre beaucoup plus de services que vous allez pouvoir, je dirais, diffuser, parce qu'elle touche directement la population dans son bon nombre. C'est notre plateforme de mobilité solidaire départementale. Alors, ce sont les flyers orange, et dessus, il y a MAP en dessous. Voilà. Tout ce qui est mobilité, on l'a appelé Réseau MAP, c'est un peu notre marque. Donc, cette plateforme de mobilité solidaire départementale a été mise en place à partir de 2015 sur l'ensemble du département. C'était vraiment la première action qui a permis à la MEF de changer de périmètre. Les publics sont variés, donc les services qui sont offerts aux personnes en insertion professionnelle, mais aussi aux salariés, depuis l'an dernier. Alors, c'est parti d'un constat très simple, c'est que offrir des solutions matérielles de mobilité, ça ne résout pas le problème. Hein, depuis 1999, la MEF, elle louait des scooters. Bon, il y avait des scooters, mais si les gens ne savent pas conduire un scooter, ne savent pas pourquoi ils vont prendre un scooter, ont peur d'utiliser le scooter, ça ne suffit pas. On a loué des voitures, pareil, si on n'a pas le permis de pouvoir louer une voiture, ça n'apporte pas toute la solution. Il y a plein de freins dans la tête à sa mobilité. Aujourd'hui, ici, on est tous mobiles, on sait tous faire. Il y a beaucoup de gens autour de nous. Dites-leur que demain, ils vont prendre le train à Aubusson et qu'ils vont se retrouver, je sais pas, à Paris pour aller, je sais pas moi, jusqu'à Orly, prendre un avion. Il y en a peut-être un certain nombre qui seront dans la panique, parce que où est-ce que j'achète mon billet de train? Combien de temps faut que j'arrive en avance? Où sont mes correspondances? Je vais arriver dans des gares où il y a des panneaux partout, il y a du monde partout. Voilà. Donc tout ça, ça s'apprend et ça, voilà, ce sont des compétences en fait qu'il faut développer. Donc voilà, l'offre de service, elle est organisée autour de 2 pôles, c'est savoir bouger et pouvoir bouger. Alors savoir bouger, c'est d'abord un accompagnement à la mobilité. C'est d'amener les gens vers une mobilité durable et adaptée à leurs besoins. Ce n'est pas le permis pour tous, parce que pour beaucoup de personnes en Creuse, on a besoin du permis, mais certains, en fonction d'où est-ce qu'ils habitent, ils n'ont pas forcément besoin du permis de conduire. Ce sont des ateliers culture mobilité pour préparer l'entrée en auto-école. Parce qu'il y a des gens, enfin pour passer le code de la route, aujourd'hui, il faut savoir reconnaître un triangle, d'un carré, d'un rond, reconnaître l'orange, le bleu, le rouge, parce qu'on sait qu'un triangle orange, ça veut dire attention, que voilà, il y a un rond rouge, ça veut dire interdit. Donc avant d'aller en auto-école, quelqu'un qui ne sait pas reconnaître un triangle ou un carré ou un rond, il n'y arrivera pas. Par exemple, je ne sais que l'exemple tout simple. Donc on a ces ateliers culture mobilité. Pour les personnes qui ne maîtrisent pas le français, on organise des formations qui s'appellent Intégracode, qui permettent d'apprendre les termes de français qui vont être nécessaires pour le permis de conduire. Ce n'est pas la peine d'apprendre toute la langue de Molière, mais tout simplement, un triangle, de comprendre les mots du français. Il n'y a personne, je traverse. Et quelqu'un qui ne maîtrise pas le français, il ne va pas comprendre. Parce qu'on lui dit qu'une personne, c'est un individu, mais là, on lui dit qu'il n'y a personne, c'est qu'il n'y a pas d'individu. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer quelqu'un qui ne maîtrise pas le français, ce que ça peut donner pour passer l'examen du code de langue. Nous avons ensuite des ateliers bougés en pause qui permettent de former les gens à utiliser les transports en commun, l'offre existante. Voilà. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont jamais pris le bus ou qui n'ont jamais pris le train. Donc ça s'apprend. Et ensuite, on a la formation permis de conduire. Et là, dans ce cadre-là, la MEF a ouvert depuis 2019 une auto-école sociale avec 4 sites de formation, Aubusson, La Souterraine, Guéret et Bourganeuf. Donc là, on développe une pédagogie adaptée et renforcée avec des vrais cours de code,
pour un public qui peut présenter des difficultés d'apprentissage ou qui a connu plusieurs échecs sur le permis de conduire et qui a perdu confiance. Donc on n'est pas une auto-école de sortie de lycée, c'est pas du tout notre public. Et quand même précision importante, c'est pas un permis moins cher. Parce qu'on est une auto-école sociale, mais le choix qui a été fait par la NEF, c'est d'être une auto-école sociale qui ne touche pas de subvention. Donc ça veut dire que les ressources de l'auto-école sont uniquement les ventes d'heures de conduite que l'on peut mener. Ce qui nous renforce, c'est-à-dire qu'on n'a pas de risque pris à l'existence de subventions qui pourraient un jour disparaître. Voilà, et puis sur cette base-là, on a développé une offre de formation à la demande. Donc on a pu faire des formations pour les ESAT, autour de la mise à niveau de la conduite de leurs travailleurs, qui utilisent souvent des voiturettes et qui n'ont jamais passé de permis de conduire, qui n'ont même pas passé le BSR pour les plus âgés et qui n'ont pas toujours une conduite très sécure. Et en fait, le deuxième axe, c'est pouvoir bouger. Donc là, dans le pouvoir bouger, ça va être la location de véhicules à tarif solidaire. Donc on a prévu des voitures, des voiturettes électriques et des scooters. Cette offre, elle est basée sur tout le département. C'est-à-dire qu'on a un numéro d'appel unique et on a différents relais territoriaux pour mettre à disposition les voitures, dont Aubusson aujourd'hui. Là, ce soir, avant le conseil municipal, il y a 2 voitures qui sont parties en location, voilà, depuis Aubusson. Donc, tarif adapté, c'est 5 € par jour pour les voitures, 3 € pour les voiturettes électriques, 1,50 € pour les scooters, sachant que dedans, il y a l'assurance et le nombre de kilomètres est illimité. Ou alors, un tarif majoré pour les salariés. Parce que là, la location solidaire, c'est pour des gens qui sont demandeurs d'emploi, qui sont bénéficiaires de minima sociaux. Mais on l'a ouvert aussi aux salariés qui peuvent se retrouver à un moment donné en panne de voiture et en difficulté pour aller travailler. Donc là, les tarifs sont majorés et c'est sur critère de revenus, de salaire. Pour temporiser, M. Furlot, sur l'allocation solidaire à 5 € pour les demandeurs d'emploi, on ne vient pas parce qu'on est demandeur d'emploi à louer une voiture. Il faut quand même qu'il y ait un objectif derrière, donc soit un rendez-vous professionnel, soit une entrée en formation, soit un début de contrat de travail en fait. Alors pour préciser, effectivement, plus de 80% de locations, ce sont pour des salariés en fait. C'est des gens qui avaient une voiture et elle tombe en panne et pour continuer de travailler, on loue un véhicule, ou alors c'est des gens qui ont trouvé un boulot et qui ont besoin d'avoir une voiture pour aller travailler. Donc voilà. Aujourd'hui, on a un parc à peu près d'un peu plus de 40 véhicules sur le département de la Creuse. On a des financements qui nous ont été attribués pour pouvoir étoffer notre parc de location et répondre encore mieux aux demandes. Dans le pouvoir bouger, on gère du microcrédit social pour la mobilité. Donc là, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à décrocher un prêt bancaire auprès d'une banque classique. Parce qu'ils ont eu à un moment donné un petit interdit bancaire, un fichage Banque de France. Parce qu'ils n'ont pas des ressources régulières importantes, voilà, parce qu'ils n'intéressent pas les établissements bancaires. Donc ça, on en fait à peu près une 50aine par an. Nous ne sommes pas établissement bancaire, donc on travaille avec un organisme qui s'appelle Créasol, et qui est plutôt ouvert dans l'étude des dossiers. C'est un organisme qui arrive du moment que la personne gère correctement son budget, qu'il n'y a pas des découvertes tous les mois, qu'on ne trouve pas des achats compulsifs, les dossiers sont plus facilement débloqués. Donc aujourd'hui, un microcrédit social, ça permet d'aller jusqu'à 8 000 € de prêt. Et enfin, le dernier point sur le pouvoir bouger, c'est le transport d'utilité sociale, le TUS 20, qui est présent sur Aubusson depuis le début de l'automne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un TUS? Pour faire simple, je dirais c'est un taxi social. Donc c'est une activité de transport de personnes, mais qui est dérogatoire au Code des transports. Parce que sinon, il faudra avoir une licence de taxi, une qualification professionnelle. Donc le TUS, c'est un décret qu'il a créé en 2019 et qui permet de déroger à cette réglementation en permettant à des associations uniquement de faire du transport de personnes. Alors, sur différents critères. D'abord, soit que la personne bénéficie de minima sociaux, dont le minimum vieillesse, par exemple, pour les plus âgés, ou est en dessous d'un certain niveau de ressources. Donc là, pour avoir en tête, c'est à peu près 1 000 € par personne et par mois, le plafond n'est pas dépassé. Ou alors d'habiter sur une commune de moins de 12 000 habitants. Donc en Creuse, c'est facile. Les 2 seules communes qui sont exclues du dispositif en raison du lieu d'habitation, c'est Guéret et Saint-Fiel. Parce que
c'est considéré comme un même aire urbaine. Donc voilà, donc les habitants d'Aubusson, ils peuvent tous avoir accès à ce service-là. Donc qui dit taxi, on va chercher les gens chez eux, on les amène à leur lieu de rendez-vous, voilà, où on fait soit l'aller-retour, soit qu'un seul voyage. On est limité en termes de facturation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser les 30 centimes par kilomètre aux bénéficiaires. Voilà. Et s'il y a une offre de transport en commun existante, là, évidemment, on encourage les gens à prendre l'offre de transport en commun existante. Et vous restez sur la Creuse ou on a besoin d'un rendez-vous médical à Limoges, on peut prendre le bus? Alors, on peut. La seule condition d'accès, c'est d'habiter en Creuse. Voilà. Et de ne pas faire plus de 100 km. Pas plus de 100 km. Aller-retour? Non, allez. Allez, ok. Voilà, on peut faire jusqu'à 200 km. Voilà. Régulièrement, on fait des transports de personnes pour aller sur le CHU à Limoges. Voilà. On a pu le faire pour aller dans l'Allier. On a pu le faire aussi pour aller sur Châteauroux, en fonction du lieu d'habitation des gens. Pour compléter, l'offre de service, alors c'est un taxi certes à tarif social, mais il y a aussi la notion de s'il y a 2 personnes à prendre sur le chemin, on prend les 2 personnes ou les 3 personnes, et donc du coup on ne vient pas vous chercher à l'heure où vous souhaiteriez qui vous arrangerait, et on ne vient pas vous récupérer à l'heure que vous souhaiteriez ou qui vous arrangerait. Il faut effectivement il y a un compromis avec l'ensemble du service et des personnes qui pourraient bénéficier du taxi si vous êtes plusieurs, et on en parlait ce matin sur la question de la santé. Si effectivement à un moment donné on arrive à trouver des plages de rendez-vous dédiées, c'est intéressant effectivement que le TUS puisse amener plusieurs personnes sur un pôle médical plus important par exemple, pour des rendez-vous de spécialistes. Et tout le monde, sur les trois personnes dans la même voiture, paye le même tarif. Il n'y a pas un tarif groupé? Non. Ok. Non. C'est un tarif social quand même. Non, mais c'est une question. Effectivement, sur cet exemple-là de voyage groupé, on l'a beaucoup développé pour des gens qui sont sur des foyers d'hébergement à la semaine, relevant du champ du handicap, où on va chercher les gens à la gare et on les amène sur leur foyer d'hébergement ou sur leur ESAT. Et pour les familles, c'est un gain énorme parce qu'on a des clients aujourd'hui qui, quasiment toute la location adulte handicapée de la personne passait dans le taxi. Voilà. Donc en fait, elle n'avait aucune ressource parce que tout était dépensé dans le transport. Donc évidemment, pour beaucoup, c'est une bouffée d'air. Et donc sur Aubusson, nous avons 2 chauffeurs, un véhicule, et le service est rendu de 7h à 19h, du lundi au vendredi. Voilà pour le TUS. Pareil, il y a un numéro unique de réservation sur l'ensemble du département. Pour finir sur la mobilité, dire quand même que la Maison de l'Emploi et de la Formation, c'est un acteur reconnu du secteur de la mobilité au niveau départemental. On est associé à tous les groupes de travail qui peuvent avoir lieu. Il y a un groupe de travail sur les petites lignes ferroviaires. On est associé au groupe Entreprise Mobilité dans le cadre de la réflexion sur la mise en place du BPC2 notamment. Et enfin on est un acteur engagé au niveau régional, toujours sur la mobilité solidaire, en assurant la présidence de l'association régionale Mobile Nouvelle-Aquitaine qui fédère une trentaine d'acteurs de la mobilité solidaire en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et sur ce pôle-là, on a 6 salariés. Aujourd'hui, sur la nef, il y a une trentaine de salariés. J'en ai fini ma présentation. Bien, merci Benoît Furlot. Est-ce que vous avez des questions à ce moment? Vous avez M. Furlot? Oui. Marie-François d'ailleurs. Oui. Je vous remercie pour cette présentation qui était vraiment très claire. Simplement, j'avais 2 questions. Sur les chantiers de réinsertion, derrière, une fois qu'ils ont fini leur chantier, est-ce que vous connaissez le taux à l'embauche? Est-ce qu'ils retournent au chômage? Quel est le pourcentage de ceux qui trouvent ensuite un travail plus pérenne? Voilà. Et ma deuxième question, c'était sur l'école de la seconde chance. Il y aura combien d'élèves? Alors, évidemment, sur l'activité d'insertion par l'activité économique, on est évalué par l'État, qui est le principal financeur, et sur le taux de sortie positive. C'est en fin de parcours, qui peut durer 6 mois jusqu'à 24 mois, on doit aller mettre les petits bâtons dans les cases.
Au niveau départemental, la moyenne de sorties positives, elle fluctue d'une année sur l'autre, mais on est à peu près à plus de 50% de sorties dynamiques. Donc dans ces sorties dynamiques, il y a 3 catégories. Il y a l'emploi en CDI, il y a l'emploi intermédiaire et il y a d'autres acquisitions de compétences qui ont pu être développées pendant le parcours qui sont qualifiées comme sorties positives. Donc alors CDI, CDD, il n'y a pas de souci. Entrer en formation, c'est considéré comme une sortie dynamique, formation longue, qualifiante, et on va avoir aussi le départ à la retraite. Là, on accompagne les plus âgés jusqu'à l'acquisition de leur droit à la retraite, tout simplement, parce qu'on a quand même dans le public, quand on est en fin de carrière, parfois on peut être plus sensible aux problèmes du chômage, on est plus concerné. Et ensuite, on peut avoir aussi l'obtention du permis de conduire, qui en Creuse est considéré par l'État comme une sortie dynamique. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est à peu près à 50% en moyenne de sortie dynamique. Pour les autres, ce sont des gens qui vont retourner comme demandeurs d'emploi. Alors, il ne faut pas se dire qu'on a échoué. C'est que dans les 50%, il y en a aussi qui ont souhaité arrêter leur parcours. Ils ont travaillé pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, et puis décident d'arrêter. Parce qu'ils ont un autre projet, parce que l'activité ne leur convient pas. Voilà, ça c'est un choix personnel. Et après, effectivement, on a des gens qui, au bout de 2 ans, avaient un nombre de freins important et n'ont pas réussi à trouver une sortie adaptée et dite positive pour l'État. Et pour votre deuxième question sur l'école de la deuxième chance qui s'ouvre, qui va commencer à accueillir ses premiers stagiaires au mois de mars prochain. L'idée, c'est d'avoir sur la Creuse en 2024 une trentaine de jeunes, parce que l'école de la deuxième chance, c'est pour les 16-25 ans. Voilà. Sachant que c'est un projet interdépartemental entre la Haute-Vienne et la Creuse. Vous pouvez peut-être citer les établissements? Oui. Alors, sur ce projet-là, effectivement, c'est un consortium d'acteurs qui a répondu pour répondre à l'appel à manifestation d'intérêt ouvert par l'État à la région. Nous avons pour la Haute-Vienne le CFPPA de Nord-Haute-Vienne et des Vazais qui porte. Et pour la partie creusoise, c'est un consortium de 3 acteurs avec le Greta du Limousin, la MEF 23 et le CFPPA d'Ain. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Bien, merci Benoît Furlot. Merci pour votre On vous libère. Et nous allons passer donc à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Le premier point, désignation d'un secrétaire de séance. Je vous propose Benjamin Bouquet. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc on passe à la lecture du compte rendu et approbation du procès verbal de la précédente séance. Qui était bien le 26 septembre 2023 et les copies dans l'ordre du jour. Donc, au cours de la séance du 26 septembre 2023, le Conseil municipal a adopté les rapports de l'année 2022 sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et de l'assainissement collectif. A. Approuvé la convention de partenariat avec l'Éducation nationale pour l'organisation des petits déjeuners à l'école maternelle Villeneuve. A demandé l'inscription des chemins du plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée de la Creuse. Décidé de se porter acquéreur d'un bien immobilier suite à déclaration de succession vacante. A demandé une subvention au conseil départemental au titre des amendes de police. A statué sur l'admission en non-valeur de 21 titres de recettes. A adopté une motion de soutien au personnel du centre hospitalier d'Aubusson. Et a autorisé monsieur le maire ou son délégué à signer les documents utiles à l'exécution des présentes décisions. Voilà. Merci Benoît. Y a-t-il des observations? Benjamin, pardon. Y a-t-il des observations sur ce compte rendu? Pas d'observation particulière? Je mets au vote. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Oui, puisque j'étais absent. Donc, les absents, levez le doigt, s'il vous plaît. Donc, on a Céline, Madame Leleu, Madame Malhomme, Romain, Cogna. Les autres, c'est ça? Ok, adopté, je vous remercie. Le point suivant, les décisions prises que j'ai prises au titre de mes délégations. Vous avez le document sous les yeux. Ce sont des décisions prises depuis le 24 juin jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas vous en faire toute la liste. Il y a des points, donc des contrats de location concernant des logements, des concessions au cimetière,
des ventes de matériel via le site de vente par Internet. Agora Sport, exactement. Et ensuite, la 26e délibération d'action en justice, assignation devant le tribunal administratif de Limoges, présentée par Maître Montpion en vue d'annuler l'arrêté municipal du 22 mai 2023. Et une action en justice aussi, assignation devant le tribunal administratif de Limoges, présentée par Mme Le Saint, en vue d'annuler les délibérations du 22 mars 2023. Et enfin, des renouvellements d'adhésion. Voilà pour ce qui est sur ce point d'information. Des questions? Oui. Madame de Benz. On n'a pas le montant du bus de M. Chandernagor. On en avait parlé la dernière fois. Vous aviez dit que c'était une décision collective, donc je pensais qu'on l'aurait vu apparaître. C'est moins de 15 000 euros. On avait évalué l'ensemble à 15 000 euros. Non, mais on peut en vous donner si vous voulez. Oui. Ouais. Ouais. Alors 15 000 euros, c'est l'opération globale. C'est le bus, c'est la statue, c'est le piédestal, c'est l'intervention de Rovia. Voilà, c'est de tout. Peut-être qu'il y a une participation du président Macron, ce que vous nous aviez dit l'autre fois, qu'il avait émis l'idée de financer. Oui, je l'avais sollicité lorsqu'il était venu au mois de janvier remettre la Grand Croix de la Légion d'honneur, mais à l'époque on avait un devis qui était à 70 000 euros. On a retrouvé un autre artiste qui était quand même bien meilleur marché, donc on n'a pas envoyé de demande à l'Élysée compte tenu, entre guillemets, de la modicité de la somme. Voilà, on n'a pas jugé que c'était nécessaire. J'avais aussi écrit au président de la Cour des comptes, mais lui ne m'a pas répondu. D'autres questions? Bon, ça passe pas, on vote pas, hein, c'était juste à titre informatif. Le point suivant, commission municipale et désignation des membres extérieurs. Vous avez la liste sous les yeux. Je vous propose que je ne fasse pas la lecture de l'entièreté de la liste. Les modifications qui ont été apportées dans ces commissions et diverses représentations, elles sont surlignées en jaune. Est-ce que là, il y en avait où il y avait des espaces, c'était pour proposer ces en jaune chez les autres. Comment? On les a pas, nous, en jaune. Vous les avez pas en jaune? Non. Pas tous. Ah, dans le mail. Ah, dans le mail, vous l'avez dans le mail. D'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? Je reprends tout ou Non, juste les endroits où on a complété. Là où il y a des points, oui. D'accord, juste là où il y a des petits points, d'accord. Donc, là, en fait, là où il y a des petits points, c'était que je les avais proposé à Madame de Benz. C'était notamment la commission travaux et aménagement et urbanisme. Ça vous va? Oui, moi ça m'intéresse. Après, il y a peut-être d'autres personnes qui sont intéressées aussi. Non, en fait, parce qu'il y a de la représentativité, en fait. D'accord. C'est parce que, en fait, Jean-Pierre Perrier a rejoint le groupe majoritaire que je me sens obligé, en tout cas, de vous proposer sa place. Voilà. Bon, bah, avec plaisir. Et du coup, l'autre point, c'était la commission environnement et Vous ne serez numérique. pas mal accompagné. Vous ne serez pas mal accompagné. Sur la commission environnement et numérique, là aussi, vous la rejoignez cette commission, Mme de Benz? Commission environnement et numérique. Ça vous va? Ok. Ensuite, il y avait l'Office municipal des sports. Alors, normalement, il n'y a que 3 délégués. Il y a Nadine Lagenbach, Joanne Picou et Benjamin Bouquet. Et je ne sais pas pourquoi en fait on en a rajouté. Pour Mme de Benz, si ça vous. Ouais, d'accord. Ensuite. Alors, comité local, école entreprise, 2 délégués. C'était, je crois, c'était Michel Moine et Marie-Françoise Ayès qui étaient délégués. Et il y a la commission qui nous a, enfin le comité local qui nous a écrit pour nous nommer 2 nouveaux délégués. Enfin, alors est-ce que vous souhaitez. Comment? C'est vous qui avez assisté, je crois, aux premières réunions. Ça n'a pas servi à grand-chose. Ouais. S'il y a quelqu'un qui a un peu de temps à perdre. Donc, est-ce que quelqu'un, 2 délégués, il me faut 2 délégués pour ce comité local, école, entreprise, la clé. À quoi ça sert? Une bonne question. Bah oui, l'apprentissage, non? En fait, c'est le lien, ça crée du lien entre l'entreprise, entre l'école, pardon,
l'éducation nationale et le monde réel de l'entreprise, des commerçants, etc., etc. Donc ils veulent créer des passerelles entre les deux et faire rentrer le monde économique au sein des écoles pour mieux... Du lycée professionnel. Et plus exactement du lycée professionnel, pour faciliter les élèves à trouver des stages déjà, parce que c'est pas chose facile, c'est loin d'être aisé pour les élèves, parce que peu d'entreprises acceptent de prendre des élèves en cours de formation, parce que ça demande du temps, de l'énergie, et voilà. Bien, Jean-Pierre Pierre se propose, et puis moi-même, et comme ça, on va faire la vérité. Donc, je vous propose de mettre ça au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Pardon? Oui. Juste pour dire qu'on peut appartenir à l'éducation nationale et en même temps au monde réel. Hein. Mais j'ai compris ce que vous vouliez dire. C'est de l'huile qu'on se met. Donc, pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté, je vous remercie. Le point suivant, délibération sur le pont de la Verrette, convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, c'est une convention qui est déjà passée en conseil communautaire. La communauté de communes a prévu en 2023 la réalisation d'une bande de roulement de la voie qui emprunte le pont de la Verrette. Faisant face à des difficultés structurelles, la communauté de communes Creuse-Grand Sud souhaite confier à la commune de Busson le soin de réaliser les travaux de réfection de la chaussée du pont de l'Arberette au nom et pour le compte du maître d'ouvrage. Vous avez donc sous les yeux les engagements de la communauté de communes et les engagements de la commune d'Aubusson. Les parties se sont entendues sur leurs engagements réciproques en vue de mettre en place la maîtrise d'ouvrage déléguée et d'établir le contrat de maîtrise d'ouvrage par voie de convention jointe en annexe. C'est une délibération, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est passée déjà en conseil communautaire. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention? Pas de questions, donc je vous propose de la mettre au vote. Donc il vous est proposé d'approuver la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage jointe en annexe pour les travaux de voirie sur le pont de l'Arberette à Aubusson, d'autoriser le maire à signer la dite convention et tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération, et enfin d'indiquer que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2023. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté, je vous remercie. Le point numéro 6, ouverture dominicale des commerces pour l'année 2024. Et je passe la parole à Mireille Leju. Donc, comme chaque année, je reviens vers vous pour vous présenter une délibération sur le principe de dérogation au repos dominical des salariés pour 2024. Cette année, nous avons eu une demande de l'association des commerçants pour 5 dates réparties dans l'année et une du magasin Action pour 7 dates uniquement fin novembre et décembre. Donc, je vous propose de donner un avis favorable sur le principe des 5 dates qui sont le 3 mars pour le déstockage, le dimanche 14 juillet, les 15, 22 et 29 décembre. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on est toujours à peu près dans les mêmes dates. C'est la même période en tout cas. C'est ça. Donc, je propose au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Merci Mireille. Le point suivant, dissolution de l'association foncière de l'aménagement foncier, agricole et forestier de Moutier-Roseille. Alors c'est tout un programme. Les AFAF, anciennement associations foncières de remembrement, sont des associations dont l'objet général est de mener des opérations foncières pour le compte de tiers en vue de la construction d'autres ouvrages de génie civil. Exemple, remembrement ou autres infrastructures. L'association foncière d'aménagement foncier, agricole et forestier de Moutier-Roseille a été créée par l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2014. Le périmètre des aménagements fonciers comprenait la commune de Moutier-Roseille pour une surface de 530 hectares, avec extension sur les communes d'Aubusson pour 75 hectares et Saint-Paul-du-Neuf pour 37 hectares.
La mission liée à l'association était l'aménagement foncier, agricole et forestier du territoire, situé de part et d'autre de la portion départementale 990 entre l'Aclide et la Séglière. Il s'agissait de l'aménagement du carrefour de la Séglière et de la création d'un créneau de déplacement. La FAF ayant rempli les missions qui lui étaient fixées dans son arrêté de création, le bureau de la FAF, lors de sa réunion du 14 décembre 2022, a décidé la dissolution de l'association au 31 décembre 2022. Le conseil municipal doit donc délibérer sur la dissolution juridique et comptable de la FAF au 31 décembre 2022 et sur le transfert de l'actif et du passif de la FAF à cette même date. Pour info, l'état de l'actif et du passif est nul et à zéro. La décision du bureau de la FAF et les délibérations des communes concernées seront transmises à Madame la préfète de la Creuse, qui prononcera ainsi la dissolution par arrêté préfectoral. Voilà. Avez-vous des questions à ce sujet? Pas de questions? Je vous remercie. Donc je mets ça en vote. Donc, Pardon, Stéphane. pardon. Ouais, Jean-Luc. Je ne participerai pas au vote étant membre du bureau de cette association. D'accord. Parce que j'y représente le conseil départemental. Voilà. Ok. Donc Jean-Luc Léger ne prend pas part au vote. Donc il vous est proposé de donner son accord pour la dissolution juridique et comptable de la FAF de Moutier-Roseille au 31 décembre 2022, de donner son accord pour que l'actif et le passif de la FAF au 31 décembre 2022 soient repris dans le budget principal de la commune de Moutier-Roseille, de donner pouvoir à Monsieur le maire pour autoriser le président de la FAF et le maire de Moutier-Roseille à signer... Pardon ? La FAF, pardon. De donner le pouvoir à Monsieur le maire pour autoriser le président de la FAF et le maire de Moutier-Roseille à signer tout document relatif à cette dissolution et à ce transfert d'actifs et de passifs. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté. L'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, les ORT, opérations de revitalisation du territoire. Là aussi, c'est une délibération qui a été votée en conseil communautaire, c'est la même. Donc, c'est une validation de principe sur le lancement d'une opération de revitalisation. Alors, le contexte, donc la commune d'Aubusson a signé une convention d'adhésion au programme Petite Ville de Demain le 24 août 2021. Cette convention d'adhésion Petite Ville de Demain doit aboutir à la signature d'une convention cadre d'opération de revitalisation de territoire, ce qu'on appelle donc une ORT. Les représentants de l'État en Creuse souhaiteraient que la convention de RT soit signée d'ici la fin de l'année. Donc afin de tenir le calendrier serré, il s'agit dès à présent de définir les principes généraux de la future opération de revitalisation du territoire suite au travail réalisé par le chef de projet PVD et aux échanges lors du comité local du 5 septembre 2023, réunissant les services de l'État, les représentants de la communauté de communes Creuse Grand Sud, les élus d'Aubusson, de Faux-la-Montagne, de Felletin et de Vallière. Ces principes généraux concernent la durée de la convention, donc d'une durée minimale de 5 ans. Il est proposé une durée de 8 ans, soit de 2024 à 2032, pour correspondre à la durée des mandats municipaux et communautaires. Les modalités de gouvernance, donc en plus de Creuse Grand Sud, des communes associées de l'État, de l'ANC et du Conseil départemental de la Creuse, il est proposé d'associer l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, la Banque des territoires et la région Nouvelle-Aquitaine. Pour Creuse Grand Sud, il est aussi prévu de présenter l'ORT lors d'une conférence de maire relative au contrat de relance et de transition écologique. Concrètement, cette ORT apporte donc une plus-value pour notre commune, tant pour les habitants que pour les investisseurs. Pourquoi l'ORT, par exemple, ça permettra la dispense d'autorisation d'exploitation commerciale, le droit de préemption urbain renforcé pour mieux maîtriser le foncier commercial, le dispositif de défiscalisation de Normandie pour les bailleurs, l'exonération de plus-value pour les cessions d'immeubles. Voilà les exemples que va nous apporter cette ORT. En fait, ça va rendre plus attractif notre territoire, notre bassin de vie. Voilà. Il n'y a pas de conséquences financières pour la commune à l'établissement d'une ORT.
Toutefois, l'ORT permettra donc de mieux argumenter pour les demandes de financement à venir. Voilà, avez-vous des questions sur cette convention? Le document est donc très clair, je vous remercie, pas de questions. Donc, il vous est proposé de valider les principes d'une opération de revitalisation de territoire, donc appelée ORT, pour la commune d'Aubusson, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention, à intervenir, ainsi que tout autre document relatif à l'opération de revitalisation de territoire. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté, je vous remercie. Le point suivant qui concerne l'adoption de la nomenclature budgétaire comptable M57 au 1er janvier 2024. Donc les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent adopter la M57, nouvelle nomenclature budgétaire et comptable au plus tard le 1er janvier 2024. La M57 vise à améliorer l'information budgétaire, comptable et financière et par conséquent la transparence financière. Cette nouvelle nomenclature reprend les grands principes comptables généraux. L'adoption du référentiel M57 est définitive et entre en vigueur au début de l'exercice budgétaire déterminé. Au préalable, l'avis du comptable public est nécessaire à l'adoption de ce référentiel. Il est précisé que les budgets annexes eau et assainissement ne sont pas concernés et conservent leur nomenclature M49. Avez-vous des questions sur cette adoption de nomenclature? Pas de questions. Donc il vous est proposé en vue des articles 106 L 52 17, vu l'avis favorable du comptable public en date du 7 juin 2023, vu le décret 2015 1899, considérant que la commune adoptera la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2024, considérant que cette norme comptable s'appliquera à tous les budgets de la commune, considérant la population légale au 1er janvier 2023 selon l'INSEE est fixée à 3335 habitants, considérant qu'il y a lieu de préciser les modalités de gestion du budget de la commune, il vous est donc proposé d'autoriser le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la commune et d'appliquer la nomenclature budgétaire et comptable M57 par fonction à compter du 1er janvier 2024 en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 de la ville d'Aubusson. D'appliquer le plan de compte développé, de dire que les durées d'amortissement seront celles qui étaient antérieurement appliquées, de se doter d'un règlement budgétaire et comptable, et enfin d'autoriser Monsieur le maire et son représentant à mettre en œuvre les procédures nécessaires à ce changement de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Adopté, je vous remercie. Juste une question qui allait vite. Pardon. Il n'y a pas de problème sur le vote, mais j'avais une question à poser. Oui. Jean-Pierre n'étant pas là, je ne sais pas oui, si alors vous pourrez voilà. répondre. Oui, Vas-y. non, mais c'est effectivement c'est. On essaie. Moi-même, je ne m'en souviens pas de ce qu'est le compte 1069 qui doit être apuré avant de passer à la M57. Je me demandais si c'était le compte qui concerne les dépenses imprévues, puisqu'il n'y a plus de ligne dépenses imprévues dans la M57, puisqu'il y a ce volant de souplesse qui permet de ne pas passer des modifications de compte en DM. Bon, voilà. Est-ce que tu sais si ce 1069... Non, bon, moi, on verra avec Jean-Pierre. Peut nous répondre. Oui, bon, mais non, mais non. c'est... Je pense que Jean-Pierre vous a même d'y répondre. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. D'autres questions? Non. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté, je vous remercie. Point numéro 10, perte sur créance irrécouvrable, extinction de créance. Donc là, les services de la trésorerie ont communiqué par courrier en date du 11 octobre 2023 un état de titre irrécouvrable. Donc Madame la trésorière expose qu'elle n'a pu procéder au recouvrement des titres de recettes suite à une mesure imposant leur établissement personnel sans liquidation judiciaire dans le cadre d'une procédure de surendettement. La proposition d'extinction de créances concerne des factures de restauration scolaire éditées à une famille au titre de l'exercice 2022-2023. Les créances concernées seront imputées en dépenses
au compte 6542 intitulé Créances éteintes sur le budget de la commune. Contrairement à l'admission en non-valeur, cette opération éteint définitivement la dette du redevable. Les procédures permettant la récupération des sommes en cause sont donc stoppées. Les justificatifs juridiques figurent au dossier. Le montant des créances qui doivent être éteintes à ce jour s'élève à 139,37 €. Vous avez la répartition de ces montants en suivant. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget. Le conseil municipal doit se prononcer sur l'extinction de créances. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Donc je vous propose d'éteindre les créances figurant dans le corps de la présente délibération s'élevant à 139,07 €, d'autoriser le maire et ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente décision. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté, je vous remercie. Le point suivant qui concerne les demandes de subvention pour l'année 2024. Donc là, on vous présente 2 demandes de subvention, mais au prochain conseil qui se tiendra d'ailleurs le 12 décembre, vous pouvez noter ça dans vos agendas, on vous présentera 2 autres demandes de subvention. Je sais qu'elles ne sont pas prêtes, on n'a pas pu vous présenter ces 2 autres demandes. Donc la première demande concerne la coulée verte, allée Jean-Marie Couturier. En 2024, la commune souhaite créer un nouveau cheminement. Il s'agit donc de requalifier l'allée Jean-Marie Couturier le long de la Creuse qui rejoint le quartier d'Arbérette afin d'offrir aux piétons une promenade le long de la rivière, loin des voitures qui sont en stationnement. Les objectifs de la mise en œuvre du projet, créer un véritable trait d'union entre le centre-ville et le quartier d'Arbérette, en passant par ce pôle que constitue la piscine, le lycée professionnel, le restaurant scolaire, la maison des sports et le jardin public. Assurer le confort des piétons et sécuriser leurs déplacements. Maintenir des aires de stationnement, malgré tout. Créer un cheminement adapté à tout public, sportif, famille, PMR. Assurer l'éducation à la santé, la prévention et la protection de la santé des citoyens. Mise en place d'un programme de gestion et d'entretien adapté au milieu. Le plan de financement que vous avez sous les yeux, je ne vais peut-être pas vous le détailler, donc dépenses des travaux hors taxes, c'était une estimation, 333 843,43 €. En recettes, un total de DETR à 100 000 €, avec un autofinancement à 203 843,43 €, pour un montant total de 333 843 €. On peut espérer malgré tout, donc je vous ai dit sur un autofinancement de 233 000, mais on attend malgré tout d'autres subventions, comme par exemple le département qui lance le Boost Ville. Après le Boost Commune, ils vont lancer le Boost Ville. Donc on pourra présenter cette demande de projet au département. Il devrait pouvoir abonder. Il y a aussi le programme FEDER. Il y a aussi la Fondation de France qui doit pouvoir abonder sur ce projet-là. Il y a aussi la région sur le côté partie plantation, désimperméabilisation des sols. La région doit pouvoir intervenir là-dessus. Et aussi le SDEC sur le côté éclairage public. Voilà. Avez-vous des questions? Vous avez un plan qui est dans votre délibération. Alors, ce plan, c'est une intention. Hein. Ce n'est pas le plan définitif, c'est un premier jet. Il y aura d'autres propositions qui seront faites, qui seront débattues en commission travaux. Et ce sera une commission qui sera élargie. Il y a donc un peu comme on a procédé pour le haut de la Grande Rue. On avait fait plusieurs propositions, et ces propositions-là avait été débattue et une avait été sortie du lot. Ben là, on va faire la même chose en fait. On va faire plusieurs propositions d'aménagement et on verra laquelle convient au plus grand nombre. Avez-vous des questions sur cette opération? Des questions sur la passerelle, mais Attends, oui. Pardon. Non, ben vas-y, Catherine, prends un micro par contre. Moi, j'étais sur la passerelle. Ah, c'est le point suivant. D'accord. Merci. Là, pour l'instant, on est sur la coulée verte. C'est le point suivant, la passerelle. Oui, la question, oui, ça marche. C'était, est-ce que ce cheminement sera aussi adapté aux 2 roues? Non, c'est plutôt piéton là.
Bah, pourquoi pas Mulhouse, Réfléchissez-y parce qu'ils vont y aller de toute façon. Oui, bah, ouais, Je comprends bien qu'on ne fait pas une piste cyclable, mais je veux dire, vous voyez, dans les clairement, il aménagements. sera pensé pour les piétons, Voilà. ça n'empêchera Mais- pas effectivement qu'un cycliste... Voilà, c'est juste pour éviter les incidents. Je pense que ce serait intéressant d'y réfléchir aussi. Pardon? Je pense que ce serait intéressant d'y réfléchir Ouais, aussi, mais- en même temps, pour voir comment ça peut cohabiter. Bon, de toute façon, il va se construire ce projet-là. Là, on est sur un projet sommaire, mais on va le construire. L'idée, c'était aussi d'y inclure un, comment ça s'appelle, un parcours sportif. C'est le petit parcours là. Un parcours de santé, voilà. Ouais. Et donc là, ça s'arrête, si je comprends bien le plan, à la passerelle qui rejoint le lycée professionnel. Oui, voilà. Ouais. Ouais. Et après, là, vous avez le jardin public qui est derrière, en fait. Voilà. Donc, et après jardin public, il y aurait des opportunités aussi de continuer. Ça, à voir. Sur Ouais. la rive. Ouais, là, c'est un autre... Voilà. Mais bon, Ouais. c'est autre chose. Là, l'idée, c'est vraiment de faire la liaison avec l'Arberette, en fait. Une voie piétonne, une voie douce, entre l'Arberette et le centre-ville. Pour ne pas avoir à passer rue Jean Jaurès, en fait. Pour les piétons, notamment. Il y aura des gens qui passeront là en vélo aussi. Oui, sûrement. Il y a déjà beaucoup de gens qui le pratiquent à vélo. Hein. D'autres questions, d'autres suggestions, d'autres interventions? Oui, Jean-Luc. On a appris vendredi qu'une part non négligeable de la DETR irait désormais vers des travaux concernant l'eau. Bon, on sait que c'est un enjeu important, qu'il y aura de plus en plus d'investissements à faire mécaniquement, donc ça laissera une part moins importante pour les autres travaux. Est-ce que ça fait partie des travaux qui, à ton avis, pourraient quand même se faire en l'absence de DETR? 100 000 € ont été demandés, ce qui n'est pas rien, évidemment. Est-ce que vous avez déjà fait les calculs ou c'est trop tôt, parce qu'on ne sait pas ce que les autres pourraient donner? Alors, il y a d'autres moyens de financement qu'on va aller chercher, mais après, ce projet-là, on l'a déjà présenté. J'en ai discuté avec le sous-préfet, hein, qui trouve que c'est un projet qui est vertueux, qui va dans le bon sens. Donc, j'ose espérer qu'on soit suivi sur ce projet-là, en tout cas. Voilà. Après, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a le département qui peut nous suivre, il y a le SDEC qui peut nous accompagner. Il y a le pays sud-creusois aussi, enfin, les fonds européens aussi qui peuvent y aller. On s'est renseigné, hein, on a déjà des réponses positives, mais on n'a pas les montants, enfin en tout cas les taux. Donc je ne peux pas vous les communiquer. Mais en tout cas, le pays sud-creusois nous a répondu que oui. Sur une partie du dossier, en tout cas, ils peuvent abonder. Le département, via le fonds Boost Ville qui va être mis en place, alors peut-être que j'anticipe un petit peu leurs annonces, mais en tout cas, j'ai cette information-là. Ils vont créer le Boost Ville là, pour 2024, 2025, 2026. Et j'ai eu l'assurance qu'en tout cas, ce type de projet-là pouvait être accompagné. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. Donc, je vous propose de le mettre au vote. Donc vu le projet exposé, d'approuver la réalisation du projet de requalification de l'allée Jean-Marie Couturier qui s'insère dans le projet global dit Coulée Verte estimé à 333 843 € et 43 centimes hors taxe, d'approuver le plan de financement prévisionnel, d'autoriser le maire à solliciter une subvention d'État au titre de la DETR et des subventions auprès des autres financeurs mentionnés dans le plan de financement et ou tout autre financeur. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté, je vous remercie. L'autre demande de subvention donc, effectivement, concerne la création d'une passerelle piétonne sur la Beauce. Donc le périmètre situé autour du bâtiment La Passerelle, ex-parking Philips, représente un îlot stratégique pour la commune. En 2020 est intervenue la démolition des bâtis inoccupés et vétustes le long de la Beauce. Un aménagement provisoire de parking a été réalisé dans l'attente d'une requalification qui intégrera l'ensemble du parking côté salle des conférences. Ça fera l'objet donc la requalification du parking, ça fera l'objet d'une demande de subvention au prochain conseil municipal, donc le 12 décembre. Là, par contre, il s'agit donc, dans ce contexte, la commune souhaite relier la voie douce, l'esplanade Charles de Gaulle, à l'avenue de la République et plus particulièrement au pôle enfance en franchissant la Beauce. Donc il s'agit donc de créer une passerelle au niveau de l'ancienne teinturerie Bracny. Ça, je vous en avais parlé déjà. Le plan de financement, il est le suivant, vous l'avez sous les yeux. Les dépenses hors taxes s'élèvent à 130 000 €, donc elles se décomposent de la façon suivante.
18 000 euros à peu près c'est pas à peu près, mais enfin c'est l'estimatif de bureaux d'études, des travaux de génie civil pour 40 000 euros, et la construction et la mise en place d'une passerelle sur mesure d'une portée de 12 mètres et de 2 mètres de large pour 72 000 euros. Donc un total hors taxe des dépenses à 130 000 euros. Là aussi une demande de DETR à 50% pour 65 000 euros. Et après nous irons voir effectivement si nous trouvons là aussi d'autres financeurs. Avez-vous des questions sur ce projet? Je le trouve parfait. Par contre, je me demandais si, quand vous serez dans les travaux, si vous allez refaire quelque chose pour cette passerelle-là, qui est quand même glissante, pas adaptée ni pour les poussettes, ni pour un problème quelconque d'handicap, quoi. Elle est assez compliquée, cette passerelle. La passerelle qui est... Ouais, d'accord. juste derrière. Alors, la rendre accessible au vélo ou aux poussettes, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est même impossible. En fait. Il faudrait qu'elle soit très très longue et qu'elle empiéterait donc sur le quai des îles. Et c'est pour ça qu'elle a été conçue comme ça. Elle est très glissante aussi. Ah, par contre, qu'elle soit glissante, effectivement. Je veux dire, c'est assez compliqué dès qu'il pleut un peu ou dès que ça gèle. Elle est quand même assez dangereuse, je trouve. L'hiver, Oui, quand il gèle, oui, mais après, c'est... Oui. Le revêtement, peut-être à prévoir, je ne sais pas. Ouais. mais la future. Oui, la future passerelle sur la Beauce, elle sera plate, celle-là. Alors elle sera accessible. Voilà. Ouais. Là, on a la place. Ouais. On a la place de faire. On n'a pas la contrainte de comme là-bas, comme c'était le cas là-bas, du quai des îles, où on aurait trop mordu sur l'espace public, enfin sur la chaussée. Quoi. Je ne sais pas au niveau architectural ce qui sera proposé. Je ne sais pas encore. Clairement, on est à l'étape de... En termes de fonctionnalité, il est clair qu'on a vu au fil de ces dernières années le succès, ce que ça a changé à Aubusson, cette passerelle-là, en termes d'ouverture sur le quartier latéral. Effectivement, ça peut avoir le même effet et relier l'autre quartier, l'avenue Limoges, l'avenue Limoges, avec le projet de la tapisserie, fait effectivement quelque chose qui, en termes de cheminement et de flux touristique et même pour les habitants, peut être très intéressant. Après, il faut voir comment ça va s'intégrer dans l'architecture, avec la manufacture Pratnier, qui est quand même un bâtiment imposant. Mais sinon, l'idée est excellente. Ça fait des années, de toute façon. C'est le but, hein, comme vous l'avez dit, vous avez vu les changements que cette passerelle-là a apporté en termes de circulation et de mobilité. Là, c'est le même cas pour l'autre côté, en fait, effectivement, vers le pôle enfance et même jusqu'à la cité de la tapisserie. En fait, on pourra venir se stationner ici et aller tranquillement à pied via cette passerelle jusqu'au pôle enfance. L'idée de départ était surtout de sécuriser l'entrée du pôle enfance. Mais on se rend compte que non seulement on va sécuriser l'entrée du pôle enfance, mais aussi on va permettre un passage piéton tranquille sur l'avenue de la République, effectivement. Y a-t-il d'autres interventions à ce sujet-là, d'autres questions? Oui, Jean-Luc. Le coup là, c'est sur le fait de faire une passerelle, parce que, alors, je tourne assez souvent à côté du pôle enfance, j'ai pas une mémoire précise, mais il me semble que les petits bâtiments là qui sont derrière Bracnier sont en mauvais état. Il va y avoir sans doute un travail de démolition là. Les toilettes? Oui, je sais pas trop. Oui, sans doute. Oui. Ça fera l'objet d'un autre programme. En fait, là, clairement, la passerelle sera jetée, elle va arriver sous l'ancienne teinturerie. Vous savez qu'il y a le toit qui est très dégradé, qui est à côté de la manufacture Bracnier, en ardoise. Ça, c'est une ancienne teinturerie. L'idée, c'est de garder le toit. C'est une charpente métallique, donc elle ne craint rien. Qui créera ainsi un hall en fait, pour pouvoir stationner. Si jamais il pleut, on peut se mettre à l'abri là-dessous. Ça, c'est simple à faire. Après, la réhabilitation, que ce soit de Bracnier ou des bâtiments qui sont autour, ça sera l'objet d'un... Là, je ne parlais pas de Bracnier, je parlais juste de l'abord immédiat. Il y aura un aménagement... Oui, Michel. On avait eu des échanges avec l'architecte des Bâtiments de France qui semble assez attaché à l'idée de ne pas les démolir et de les réhabiliter. Dans une logique, les anciennes toilettes qui se jetaient directement dans la Beauce. Il y a d'ailleurs beaucoup d'anecdotes qui existent sur les salariés qui ont perdu de l'argent, qui sont partis comme ça, des divers mouvements avec leurs pantalons. Donc ils sont plutôt attachés à ce qu'on conserve manifestement ces bâtiments pour garder la cohérence de l'histoire du lieu, la mémoire ouvrière finalement
de ce lieu. Alors ça fera l'objet d'une petite réhabilitation. Il n'y a pas que des sanitaires, il y a aussi des petites surfaces de stockage qui étaient utilisées à l'époque, et puis il y avait la chaufferie également, où il y a encore les reliques de l'ancienne chaudière qui sont présentes. Voilà, d'autres interventions, d'autres questions sur cette demande de subvention? Non? Je la mets au vote. Donc, il vous est proposé d'approuver la réalisation du projet de centre de... Moi, j'ai une copie dans mon... Donc, d'approuver la création d'une passerelle pour un montant de 130 000 euros, d'approuver le plan de financement prévisionnel, d'autoriser le maire à solliciter une subvention État au titre de la DETR et des subventions auprès des autres cofinanceurs mentionnés dans le plan de financement. Voilà. Y a-t-il des oppositions? Je dirais que c'est une coquille. Parce oui, c'est une coquille. Ouais. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté, je vous remercie. Donc vous l'aurez compris, les deux demandes de subvention qui seront présentées le 12 décembre concerneront donc la création d'un centre de santé ici à Aubusson. Donc là, c'est dans le cadre d'une convention tripartite avec la communauté de communes Creusement Sud et la mutualité française Limousine. Donc ce même jour, en fait, il y aura aussi la signature, la proposition de signature de cette convention. Et donc ensuite, la demande de DETR pour la construction, enfin l'aménagement de ce plateau médical. Et l'autre demande de subvention concernera l'aménagement du parking qui va accueillir donc un des bouts de la passerelle dont on vient de parler. Voilà. J'en ai fini avec l'ordre du jour. Non, les questions diverses. Avez-vous des questions diverses? Jean-Luc. C'est pas tellement une question, les questions diverses sont rarement des questions d'ailleurs. Non, c'est juste pour vous dire que la dernière fois, je vous avais proposé de demander plus au département par rapport au fonds amende de police. Eh bien, on a bien fait parce que finalement, plutôt que 600 euros, c'est beaucoup plus qui ont été accordés donc à la commune d'Aubusson pour ces aménagements liés à la sécurité. Pourquoi je dis ça? C'est pour bien montrer qu'on a des différences. On s'est opposé en 2020, mais qu'on roule tous pour la commune d'Aubusson. Et quand on peut avoir de bonnes idées, eh ben, évidemment qu'on les fait partager. Et là, plus qu'une bonne idée, c'est de l'argent sonnant et trébuchant. Et donc, il faut qu'on se satisfasse tous qu'il y ait eu cette subvention supplémentaire par rapport à ce qu'on avait demandé initialement. Voilà. Oui, tout à fait. Pour être un peu plus précis, pour le coup, on avait demandé 600 euros pour des panneaux, donc on y a inclus en fait sur ta proposition, enfin sur ta suggestion, effectivement, on y a inclus des bornes d'arrêt minute et d'autres investissements qu'on a fait, donc qu'on a réalisé en 2023. Et effectivement, alors j'ai pas la réponse officielle, j'ai une réponse officieuse, je crois qu'on nous a accordé 30%. Oui, mais j'ai pas eu de document, j'ai pas de document. Non, j'ai un SMS qui me confirme que voilà, que ça a été voté à hauteur de 30% de la demande de financement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, moi sur plusieurs points. D'abord pour saluer publiquement le sous-préfet d'Aubusson là qui va nous quitter dans quelques jours. Bon, ben, désolé, on ne s'est pas concerté. Je crois que ça devait être mon 14e sous-préfet. Tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec lui, et je crois que ce plaisir s'est poursuivi avec toi, Stéphane. Ça a été un très 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 bon sous-préfet, très diplomate, très efficace et très investi dans sa mission. On va lui souhaiter ici même dans quelques jours une bonne continuation de carrière. Je voudrais saluer aussi le très beau défilé de mode auquel il nous a été donné d'assister le week-end dernier pour souligner l'implication des bénévoles qui sont intervenus dans l'organisation de cet événement, singulièrement ceux du comité des fêtes qui ont été très sollicités, puis pour l'ensemble des commerçants, son président. Je crois que c'était une très belle manifestation et on ne remercie jamais assez les bénévoles. Cette manifestation nous a donné l'occasion de bien mesurer la complémentarité qui peut exister. Ça a été souligné par le président de la CA entre l'association des commerçants et le comité des fêtes qui travaillent en bonne intelligence et qui, je crois, méritent qu'on les remercie pour le travail qu'ils ont accompli.
puisque je parle de bénévoles, je voudrais avoir une pensée pour Marc Duvaucou, qui nous a quittés il y a quelques jours maintenant, et que tout le monde connaissait, qui a été là lui aussi un bénévole exemplaire dans un certain nombre d'associations, alors que ce soit pour le commerce, que ce soit pour le rugby, que ce soit pour la gym volontaire, pour le partenariat avec la gendarmerie nationale, etc. Il est parti rapidement et il méritait que là aussi on lui adresse un petit hommage. Voilà. J'avais songé aussi, Michel. Donc, moi aussi, de redire qu'effectivement, voilà, le sous-préfet nous quitte. Et moi, je voulais aussi le remercier pour l'accompagnement et la bienveillance qu'il a eu, bien sûr, bien évidemment, pour la commune d'Aubusson, mais aussi à mon égard. C'était pas simple pour moi de prendre ces fonctions-là, et il m'a bien accompagné. Voilà, il a été bienveillant à mon égard, et donc je le remercie publiquement. Vous dire donc que le prochain conseil municipal, je vous l'ai déjà dit, c'est le 12 décembre prochain. Un point d'information important, vous le savez déjà, mais je le redis, l'enregistrement du jeu des 1000 euros qui aura lieu à la scène nationale le 29 novembre à partir de 17h. Donc les sélections et les participations se font donc à partir de 17h le 29 novembre à la scène nationale. Je le redis, c'est important. Voilà. Un point d'information, tu nous avais interrogé, Jean-Luc, sur le hall polyvalent. Michel, oui, c'est Michel. Donc je refais un point sans qu'on me pose la question ici, mais voilà. Donc la commission de travaux s'est réunie le 30 octobre et a donc décidé de mettre fin à la mission de maîtrise d'œuvre pour les raisons que j'ai donc évoquées au dernier conseil municipal. Le choix a été fait, par contre, donc de conserver le bâtiment comme il est et de réparer le toit, en tout cas de refaire le toit pour le rendre étanche. Après, on verra pour la construction d'un nouvel équipement, mais parce que effectivement, le milieu sportif, il a besoin d'un vrai équipement dédié au sport. Mais je suis convaincu que ce type de projet-là, la commune d'Aubusson ne peut pas le porter seule, il faut le porter collectivement. Je pense que c'est vraiment des projets qui doivent se porter au niveau de l'intercommunalité, voire même plus large. Voilà, donc il faut qu'on ait une vraie réflexion au niveau interco, voire plusieurs intercos d'ailleurs, sur le sud département, du département, pour pouvoir financer, créer des infrastructures de ce type-là. Voilà. On a également fait, toujours à propos du hall polyvalent, une réunion d'information aux associations utilisatrices du hall polyvalent pour les informer donc officiellement de la situation. Ils comprennent la situation, ils comprennent qu'on ne va pas aller mettre 4,5 millions d'euros sur un bâtiment qui ne correspond pas en plus vraiment aux attentes dédiées au sport, surtout quand on sait qu'un bâtiment neuf coûte 5 millions d'euros. Voilà. Donc ils ont compris la situation, cette réunion s'est très bien passée et je les en remercie à nouveau ici. Enfin, moi j'avais un dernier point d'information, c'était mon soutien au mouvement de protestation du monde agricole sur l'opération On marche sur la tête. Vous l'avez vu, vous en avez entendu parler, ils retournent les panneaux et je trouve cette démarche très louable et très compréhensible en fait. Ils ont écrit un courrier que je vais vous lire en fait, parce que je trouve qu'ils expliquent pleinement leur démarche et c'est très très bien écrit. Donc je vous propose de vous lire ce courrier que j'ai reçu ce matin. Il émane de la FDSEA et des jeunes agriculteurs de la Creuse. Monsieur le maire, s'il y a bien une chose que l'agriculture française a su faire au cours de ces 7 dernières décennies, c'est répondre présent pour relever les défis qui lui sont assignés. De l'effort de nourrir une population en expansion dans l'après-Seconde Guerre mondiale à la continuité de son activité dans un monde mis à l'arrêt par la pandémie mondiale Covid, en passant par la montée en gamme pour répondre aux attentes de consommateurs de plus en plus exigeants tout en contribuant au grand équilibre alimentaire mondiaux, nous, agricultrices et agriculteurs, avons répondu présent. Nous avons répondu présent pour engager un grand mouvement d'adaptation de nos pratiques agricoles vers plus de durabilité, vers plus de résilience pour lutter contre le changement climatique, tout en œuvrant pour restaurer la souveraineté alimentaire de la France et pour assurer le renouvellement des générations.
Nous répondons aujourd'hui encore présent pour prendre toute notre part à la planification écologique, pour décarboner notre propre activité et participer à la décarbonation en France et en Europe d'autres activités économiques par la production de biomasse. Nous avons toujours préféré l'ambition à la pression, car la réussite de l'agriculture passe nécessairement par une vraie vision d'avenir qui permet un mouvement de fond et de masse. Or, à ce jour, la seule perspective qui nous est offerte est la surenchère normative, la surtransposition comme seule la France en a le secret. Elle s'engage sur la voie de la fiscalité écologique punitive quand l'agriculture demande des trajectoires d'accompagnement. Les niveaux d'importation alimentaire ne cessent d'augmenter et la France laisse sans réagir entrer sur le territoire européen des productions moins disantes sur le plan écologique que les nôtres. Agriculteurs et consommateurs sont perdants. Les premiers dans leurs revenus et leur capacité d'investissement, les seconds dans leur attente d'une alimentation sûre, saine et durable. La ferme France n'en peut plus des injonctions contradictoires, des décisions court-termistes ou basées sur une idéologie qui ne prend même pas la peine d'en référer à la science, ni même à la réalité de notre modèle agricole. Et c'est ainsi que l'on pense motiver les générations futures à entreprendre en agriculture. Pas de transition sous pression. Dans ce pays, on marche sur la tête. C'est pourquoi vous allez, dans les prochains jours, constater que vos panneaux d'entrée et sortie d'agglomération risquent d'être tournés. Cette action que nous voulons pacifiste mettra en image l'aberration que nous, agriculteurs, sommes victimes depuis des années. Soyez solidaires du monde agricole et laissez vos panneaux à l'envers pendant plusieurs semaines. Veuillez accueillir Monsieur le maire, nos salutations distinguées. C'est signé Christian Harvis, le président de la FDSEA Creuse, et Florian Derboul, président des jeunes agriculteurs Creusois. Voilà. Moi, je les soutiens dans cette action. Voilà. Je trouve que leur discours est très bien écrit. Voilà. J'en ai fini pour les questions diverses, les informations diverses. Michel, tu voulais intervenir? Une autre information qui concerne l'hôpital, et donc le déroulement de la procédure d'audit. Bon, pour vous faire un petit historique, le 11 septembre, nous avons une réunion à l'initiative de la préfète réunissant l'ensemble des acteurs de ce dossier. Au cours de cette réunion, il a été décidé par la préfecture et l'ARS et le conseil départemental, donc un audit par rapport à la situation de l'EHPAD de la Courtine, et un calendrier a été arrêté. Ce calendrier prévoit que octobre et novembre sont consacrés à l'élaboration du cahier des charges et à la consultation des bureaux d'études. Le 21 septembre, donc 10 jours plus tard, M. le sous-préfet d'Aubusson a organisé une réunion technique à la sous-préfecture pour l'élaboration du cahier des charges. Où il n'y avait pas d'élus, il y avait simplement des techniciens. Donc à l'issue de cette réunion, un cahier des charges a été produit. Il a ensuite été soumis à l'ensemble des exécutifs concernés. La communauté de communes a répondu dans les 4-5 jours. L'ARS a répondu dans les 4 ou 5 jours, favorablement. Ils avaient participé à la réunion. Le département a mis 1 mois. 1 mois, donc perdu, pour faire un certain nombre d'observations, contredisant d'ailleurs les positions de son représentant technique, qui était son directeur général adjoint, lors de la réunion. Donc on a reçu une contre-proposition avec stabiloté, ce qui était censé être les points de différence. Mais en lisant le document, on s'est rendu compte qu'il y avait des différences qui n'étaient pas stabilotées. Donc je ne sais pas ce qui va sortir de cette procédure, puisque d'abord, il faut rappeler que la maîtrise d'ouvrage de cette étude, ce sera le centre hospitalier. Ça ne sera ni l'ARS, ni le département. Si l'ARS et le département souhaitaient avoir la maîtrise d'ouvrage, ça ne serait plus un audit, ça serait une inspection. Ça serait autre chose. Donc j'espère qu'on va rapidement trouver des terrains d'entente, parce qu'on arrive à la fin du mois de novembre, et nous ne sommes malheureusement pas prêts aujourd'hui à lancer la consultation. Or, la question du calendrier, la question du timing, elle était au centre de la démarche. Voilà, donc je regrette vivement
que la présidente du conseil départemental ait mis 1 mois pour envoyer une contre-proposition qui d'ailleurs contredit la position qu'avait adoptée son directeur général adjoint lors de la réunion du 21 septembre. Nous en sommes là aujourd'hui. Donc clairement, ce que l'on craignait est en train de se produire en fait. On est en train de perdre du temps. Absolument. C'est une évidence. Absolument. Oui, Jean-Luc. Oui, on sera tous d'accord hein, pour regretter cette perte de temps, alors qu'on n'a vraiment pas à en perdre. On est tous d'accord là-dessus. On parle du conseil départemental. J'ai participé hier, peut-être d'autres, non, parce qu'il y avait d'autres réunions hier en même temps. J'ai participé à l'Assemblée générale de la scène nationale. Pardon, Jean-Pierre, tu étais là, oui. Pardon. C'était une AG paradoxale. Avec dans un premier temps beaucoup de satisfaction puisque eh bien, la fréquentation est revenue à un haut niveau d'avant Covid, même mieux. Une centaine de compagnies accueillies, des spectacles itinérants presque partout dans la Creuse, des liens, des partenariats multiples. D'ailleurs, certains acteurs d'associations culturelles voisines se sont réjouis du partenariat fait avec la scène nationale. Bref, donc beaucoup de motifs de satisfaction. Mais en même temps, paradoxal, parce que beaucoup de craintes. Déjà par rapport au financement. Des financements qui sont au mieux gelés, voire qui baissent. Et qui font que la scène nationale, alors même qu'elle a trouvé son public, va déprogrammer l'année prochaine une partie de ses spectacles. On marche sur la tête, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Tout le monde applaudit à la réussite de la scène nationale. Il n'y a pas grand monde pour augmenter ou maintenir les taux de subventions publiques à l'heure où on a bien besoin d'activités culturelles. Et par ailleurs, grosse inquiétude sur l'avenir du bâtiment. On parlait du hall tout à l'heure, mais le bâtiment de la scène nationale, vous le connaissez tous, eh bien, il a l'âge qu'il a, il a à peu près une quarantaine d'années, il a vieilli comme il a vieilli, et en ce moment, il y a une pièce, donc la ruche, qui n'est pas praticable parce que, tu le sais tellement mieux que nous, il pleut à l'intérieur de cette ruche où les élèves sont censés répéter. Là aussi, il y a urgence. Ça fait des années qu'il y a cette problématique du bâtiment. Je ne dis pas que c'est simple. Ça représente une dépense considérable, la réhabilitation de tout ou en partie du bâtiment. Mais il va falloir qu'on sorte des discours. Il va falloir aussi qu'on sorte des malentendus, parce que j'ai toujours eu l'impression depuis quelques années qu'à chaque fois qu'on réglait des problèmes, il y avait un nouveau malentendu qui se posait entre la Seine et le propriétaire du bâtiment, à savoir le conseil départemental. Donc là encore, j'espère qu'on ne perdra pas trop de temps, parce qu'il y va d'un équipement évidemment extrêmement important, non seulement pour Aubusson, mais pour toute la Creuse. Je terminerai en disant que je te rejoins bien par rapport aux agriculteurs, au milieu d'injonctions complètement contradictoires, et ça depuis des dizaines d'années. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire depuis des dizaines d'années. On leur a dit aux agriculteurs français, produisez beaucoup, mais attention, produisez pas cher. Et puisqu'on ne vous payera pas au prix du coût de votre production, on s'arrangera pour compenser avec des dotations d'impact. Bref, on a créé un drôle de modèle économique que peu de professions supporteraient en dehors d'eux. Et aujourd'hui, il y a une sorte d'agribashing très à la mode qui est insupportable. J'en veux pour preuve le rapport maudit de la Chambre régionale de la Cour des comptes, qui n'a rien trouvé de mieux que de produire un rapport sur la pollution par le méthane que rejettent les vaches. Je pense qu'il y a d'autres problèmes pour l'agriculture et pour la pollution dans ce pays que les rejets de méthane par la vache. On marche sur la tête. Nous sommes bien d'accord, c'est pour ça justement que j'ai tenu à vous faire la lecture de ce courrier et vous dire combien je l'ai soutenu. Je crois que je ne vais pas m'étendre plus moi sur la scène nationale parce que ma position est délicate, parce que je pourrais en dire en fait, pas plus globalement en fait, si je pourrais y aller sur le bâtiment en lui-même, quoi, effectivement. Il est à l'abandon, mais il est à l'abandon depuis qu'il existe en fait. Il n'y a aucun travaux qui n'a été réalisé sur ce bâtiment. Donc clairement, oui, il y a danger, il y a péril dans la demeure, je pense, effectivement. Et ce qui est regrettable, c'est que, je peux en parler, dire quand même 2 ou 3 petits mots, c'est qu'il y a 3-4 ans, je crois que Michel était au CA, il y avait la DRAC qui avait dit clairement que si le département s'engageait dans un programme de rénovation sur ce bâtiment-là, ça a été redit hier, elle abondait à 80% du montant des travaux. C'était pas rien. C'est pas rien, je crois que les travaux sont estimés à 4 ou 5 millions d'euros là aussi. Comme sur le polyvalent, c'est pas rien d'obtenir 80% de financement de la part de l'État. On a proposé de financer un architecte conseil. C'est ça.
Personne n'a donné suite à cette proposition-là. C'est juste hallucinant, en fait. Voilà. Et là, on laisse pourrir ce bâtiment-là. On a viré le Café Musique L'Avant-Scène, qui était un lieu... voilà. On remet même en cause, d'ailleurs, l'occupation de la médiathèque. On est en train de leur dire qu'il faudrait peut-être payer un loyer, messieurs, dames. Ça fait 40 ans, ça fait jamais 40 ans que cette médiathèque est là. Ben, on remet ça aussi en cause. Enfin, voilà. Moi, je trouve qu'effectivement, l'attitude du conseil départemental en direction de la culture est déplorable. Voilà. Moi, j'en ai fini sur les questions diverses. Y a-t-il d'autres questions diverses? Oui, Catherine Devens. Bon, alors, évidemment, il faut soutenir tout le milieu agricole. Donc, est-ce que nous mettons nos panneaux à l'envers? Est-ce qu'on ça y est, c'est déjà déjà à l'envers. Ça y est, ils sont à l'envers. Je ne suis pas sortie de C'est la pas vie. nous qui les mettons. Hein. C'est eux Le qui font courrier, le c'était soin pour de- dire qu'ils l'ont fait. Ils l'ont et fait, bah, c'est parfait. Oui, ils l'ont fait. Alors, Je regarderai. Alors, sinon, je reviens à 2-3 questions classiques. Le recrutement de l'ASV, où on en est? de la SVP. La SVP. On a reçu cette semaine une candidature qui vaut vraiment le coup. Donc ça y est, je pense qu'on arrive au bout du tunnel, parce que c'était ça ma préoccupation première, c'était d'avoir des vraies candidatures, en fait. Pour pas qu'il y ait des fausses candidatures, mais des candidatures qui correspondent réellement au poste. Et ça y est, il y en a une qui est arrivée cette semaine-là, et puis voilà. Donc on va bientôt y arriver. Voilà. Très bien. Et les maisons dangereuses Alors, sur les maisons Aubusson dangereuses. qui s'écroulent. Alors j'en ai au moins 3 là. Celle en face de la Comcom, celle de la rue des Fusillés et celle de la rue Château-Fallier. Alors, on en est où? Alors, celle de la Comcom, le propriétaire est identifié et il y a un arrêté de péril imminent qui a été pris. Il y a j'ai plein de documents sous les yeux. En tout cas, il y a une injonction. Je crois qu'il doit être convoqué par le tribunal pour lui ordonner de procéder maintenant à la démolition, en parlant plus de sauvegarde. Là, il sera obligé de démolir. Et on a la même action sur la rue des Fusillés. On a le feu vert aussi, je crois. Hein. Oui, ça y est, on a le feu vert du tribunal. Il y a une audience qui doit se dérouler le 12 décembre, si ma mémoire est bonne, qui nous donnera le feu vert définitif pour procéder à la démolition. Là aussi, on peut pas parler de sauvegarde. Oui, parce qu'on n'a pas de propriétaire sur place. Là, on n'a pas de propriétaire connu. Mais bon, voilà, il n'empêche qu'il faut qu'on intervienne rapidement. Mais il y a malgré tout le temps judiciaire, en tout cas administratif, qui s'impose à nous. On doit être très prudent, ici, au Buisson, justement. Donc je prends le temps, malgré tout. J'espère qu'elle ne va pas tomber d'ici là, la maison. Oui. Mais j'ouvre le parapluie, et tant que je n'ai pas le feu vert du tribunal administratif pour... c'est pas judiciaire, pardon. Pour le faire, je ne le fais pas. Donc, mais clairement, donc, on aura une réponse le 12 décembre, qui bien sûr devrait être positive. Les entreprises sont dans les starting blocks, et donc on a déjà programmé, en fait, a priori, si le tribunal judiciaire nous donne le feu vert, la démolition devrait pouvoir intervenir mi-janvier. Voilà. Pour laquelle? Pour la rue des Fusillés. Celle de la rue. Ouais. Bah, celle qui nous incombe, en fait, la plus Oui, incombe. tout à fait. Et là, clairement, on va intervenir pour compte de tiers. Et, il faut qu'on le fasse avant qu'elle tombe, cette maison, parce qu'elle menace en plus les riverains. C'est surtout ça le problème, en fait. Qu'elle tombe. On ne va pas aller bien loin, hein, mais c'est des dégâts qu'elle pourrait provoquer aux maisons mitoyennes. Voilà. Et donc, dans le genre maison mitoyenne, donc celle de la rue Château-Fallier, la Alors, à toiture. laquelle pensez-vous? La Il y en a celle plusieurs, je sais pas. Qui est bâché. Non, elle est Celle qui la est à côté de chez maison. vous? Voilà, entre chez moi et le docteur Sébène. Bon, elle n'est pas encore au stade. Non, mais alors là, encore le il y a pied pas devant, d'arrêté les dessus. tuiles sont encore sur le trottoir. Ouais, ouais. Comme c'est du fibrociment, c'est donc de l'amiante Ça, je vais sur les vous trottoirs. expliquer, Madame Demens, pour l'instant, Mais c'est au impressionnant. vu de l'état de votre maison, pas de la maison Oui, mitoyenne à la vôtre, on est pour l'instant sur du droit privé. Clairement, là, c'est à vous d'intervenir parce que moi, elle ne menace pas la voie publique. Donc, à partir du moment où elle ne menace pas la voie publique, je ne peux pas prendre moi, un arrêté. Vous voyez ce que je veux dire? Là, clairement, eh ben, vous retournez, enfin, m'apporter une action, aller voir, pour commencer, peut-être la conciliatrice de justice à France Service. Peut-être qu'elle vous donnera, elle, les bonnes démarches. Mais là, clairement, on est sur du droit privé, tant qu'elle ne menace pas. Enfin, Tant que la toiture tombe sur le trottoir, c'est pas grave. non, j'y suis allé voir Madame de Metz, 2-3 tuiles, bon. Ben, vous n'avez pas regardé du bon côté. Vous inviterez dans mon jardin, vous verrez mieux. Oui, mais là, c'est pas mon jardin, c'est pas chez Non, c'est pour que vous voyez la toiture. C'est la hauteur. C'est pour être à la hauteur de la toiture, parce que mon Mais jardin Madame est de en Metz, hauteur. c'est rien, dans les alors moi je veux bien jardins, à la dans la limite voie publique, l'accompagner.
Mais rien ne vous empêche, rien ne vous interdit, c'est au contraire, de vous engager une action en fait. On est clairement là sur le droit privé, hein. Vous êtes vous directement impacté, donc je vous invite aussi vous à faire des démarches. Voilà. Ah, voilà. Y a-t-il d'autres interventions? Non? Eh bien, écoutez, je lève la séance. Je vous remercie beaucoup.